Union des forces de la défense patriotique. Situé dans le territoire de Lubero. Nous sommes là dans la province du Nord Kivu. Ces affrontements interviennent après une nouvelle avancée significative dans le processus de Luanda. Le 26 novembre dernier, la RDC et le Rwanda ont adopté un plan harmonisé pour mettre fin à la crise. Papi Martial Moukeba nous en parle. Martial Papi Moukeba, bonsoir. Quelle est la situation dans le territoire de Lubero aujourd'hui? Jusqu'à ce soir, des tirs sporadiques étaient encore attendus dans la zone des combats, notamment à Matembe, localité située à 60 km de Lubero-Centre et toujours sous contrôle des FARDC. Des sources locales et sécuritaires rapportent que les FARDC et les rebelles du M23 gardaient leur position initiale après les affrontements à l'arme lourde de la journée. Ces mêmes sources indiquent que les rebelles continuent de recevoir des renforts en provenance des Kikuku dans les territoires voisins des Rutshuru, ce qui laisse craindre une intensification des combats. Il est également important de noter que dans la zone de Matembe, les positions avancées des FARDC et celles des rebelles du M23 sont séparées de seulement 2 kilomètres. Comment expliquer cette reprise d'affrontement alors qu'il y a quand même avancé dans le processus de Luanda? Le 25 novembre 2024, la RDC et le Rwanda ont adopté un plan harmonisé pour sortir de la crise. Ce plan repose sur 2 priorités. La neutralisation des rebelles rwandais des FDLR, un engagement pris par Kinshasa, et le retrait des troupes rwandaises du territoire congolais, un engagement pris par Kigali. La mise en œuvre de ces engagements sera surveillée par les mécanismes renforcés ad hoc basés à Goma et dirigés par l'Angola. Cependant, le ministre rwandais des Affaires étrangères a déclaré que la question du M23 reste la seule non résolue. Par ailleurs, la rébellion du M23, qui exige un dialogue direct avec Kinshasa depuis plusieurs mois, affirme ne pas être concernée par les engagements pris à Luanda entre la RDC et le Rwanda. Sur le terrain, les combats ont repris entre l'armée et les rebelles, chaque partie accusant l'autre de violer les cessez-le-feu. On signale également un renforcement des positions rebelles en hommes et armements dans plusieurs zones du Nord Kivu contrôlées par les M23. Certains acteurs craignent que cette rébellion ne prépare une offensive pour contraindre Kinshasa à engager des négociations directes. Comment réagit alors l'Angola chargé de veiller sur les cessez-le-feu? Ce mécanisme soutenu par la MONUSCO doit relever 3 défis principaux. Garantir la surveillance du cessez-le-feu signé le 30 juillet 2024 entre la RDC et le Rwanda, assurer l'accès aux zones de conflit, souvent éloignées et difficiles d'accès, et disposer des ressources logistiques nécessaires pour couvrir les vastes territoires de Rutshuru, Masisi, Nyiragongo, Lubero et Walikale. La majorité des combats se déroulent dans des régions reculées, ce qui pourrait compliquer le travail du mécanisme. De plus, son efficacité dépendra du niveau de coopération offert par la RDC et le Rwanda, ainsi que du soutien régional et international. Malgré ces défis, de nombreux observateurs estiment que ce mécanisme pourrait contribuer à désamorcer les tensions entre la RDC et le Rwanda. Merci Hervé Voka et Papi Martial Moukeba pour tous ces détails. Mwindo Tafuteni, vous êtes président de la société civile du territoire de Lubero. Avant d'entrer dans le vif, dans la profondeur de notre débat de ce soir, dites-nous comment se présente la situation sécuritaire à Lubero ce soir. Merci pour m'avoir accordé la chance d'échanger dans cette émission. Et pour ce qui est de la question de la situation actuelle à territoire de Lubero, telle que les journalistes venaient de le présenter, la situation a été compliquée tôt le matin quand les groupes rebelles M23 ont attaqué les positions de FARDC ainsi que les positions de
Wazalendo sur plusieurs collines, notamment la colline de Itungi ou alors la colline Chiplomba, la commune de Kirumba ou Kikubo, non loin de Kassé. Et aussi, comme ça a été dit, ils ont aussi attaqué les FARDC à Matembe et aussi à Outoué, des localités qui sont non loin aussi de la localité de Kassé où ils ont installé leur quartier général. Mais est-ce que ce soir c'est calme? Est-ce que c'est calme ce soir ou bien les affrontements se poursuivent? Tout l'avant-midi a été dominé par des échanges de tirs en armes lourdes et légères. Et les après-midi, c'était très calme, mais encore vers 15h, 17h, c'est encore repris, pas comme le matin, mais la situation vers 18h est redevenue calme. On ne sait pas ce que ça prépare encore pour demain matin. Alors, nous avons appris qu'il y a un déplacement massif de la population. Voilà. Est-ce que vous confirmez cela? Bien sûr, quand il y a des tirs, la population n'a autre choix que de fuir. La population de Kassé s'est orientée vers Kirumba, où Kirumba aussi, la quiétude n'était pas aussi facile, puisque la population ne vivait que la peur, tout en écoutant aussi des coups de bombe qui venaient de Kirumba vers Matembe pour renforcer les M23. Et la population de Houtoué n'a pas aussi tardé à quitter la localité de Houtoué où vraiment des bombes n'ont pas épargné des maisons des civils et tas d'autres biens. Et donc la population de Houtoué qui allait de Houtoué vers l'est, les collines qui devaient aussi se retrouver à côté de Lubango et aller vers le nord comme l'est de la localité de Houtoué. Matembe, qui était déjà inoccupé bien avant, ne devait pas trouver encore des populations, c'était beaucoup plus de militaires qui vivaient à Matembe. Alors, en tant que président de la société civile du territoire de Lubero, comment vous pouvez analyser ou quelle lecture vous pouvez faire par rapport à ces affrontements entre les M23 et les FARDC, alors que ils venaient à peine, je ne dirais pas les deux, à Luanda en Angola, où il y a ce processus pour mettre fin à cette crise. La RDC, le Rwanda venaient de signer un document, notamment dans lequel on parle du retrait des troupes des militaires rwandais sur le sol congolais et aussi la neutralisation des FDLR. Malgré cette signature, il y a quand même des affrontements sur le terrain. Pour nous, on s'attendait au retrait comme c'était déjà signé au niveau de Luanda. Et voilà, subitement, ce sont des attaques qui commencent, puisqu'on supposait que la guerre pouvait prendre effet sous l'option-là diplomatique et que ça ne pouvait plus tirer, puisque la population venait de souffrir davantage ou venait de souffrir pendant beaucoup de temps à travers des attaques où le pays n'était pas en train de bien avancer, donc les FARDC de Bunagana jusqu'à Matembe n'étaient pas bien favorables par rapport à ça. Alors on se disait qu'il y avait une chance que les M23 se retirent comme c'était demandé dans ces accords. Malheureusement, ça a encore recommencé. Et cela n'a pas empêché d'autres analyses. De l'autre côté, la population qui trouvait que ces accords pouvaient ne pas donner meilleurs résultats, il faudrait que les FARDC se mobilisent pour lancer des combats épais partout et non plus encore attendre les attaques du M23 comme ça venait encore d'être aujourd'hui. On supposait qu'une fois ce sont les FARDC ou les forces loyalistes avec leurs alliés qui pouvaient commencer les attaques
ça pouvait aller et facilement l'ennemi pouvait laisser les entités et permettre à la population de rejoindre leur domicile, leurs entités où ils vivaient sans beaucoup de difficultés. Malheureusement, les accords qui n'ont jamais été respectés par le Rwanda, et on se dit encore ces accords risquent d'être classés dans des tiroirs, comme ça a toujours été pour les cas passés. Donc on se dit, quand est-ce que la population sera soulagée avec ce genre de comportement? Merci. Une diplomatie qui n'est pas en train d'aider et la population reste toujours en train de connaître des situations très compliquées comme le cas d'aujourd'hui. Augustin Moissi, professeur de sciences politiques à l'université de Goma, Unigom, en sigle chercheur à Research Connect DRC, un centre spécialisé dans la collecte, analyse et plaidoyer pour la valorisation des résultats et des recherches. Professeur, la RDC et le Rwanda se sont retrouvés à Luanda, en Angola, la semaine dernière, où ils ont signé un plan harmonisé pour sortir de la crise, mais malgré cette signature, ce matin, il y a eu des affrontements entre les rebelles du M23 et les FRDC. Les deux s'accusent, les FRDC accusent les M23 d'avoir attaqué en premier. Les M23 rejettent pour dire que ce sont les FRDC plutôt qui ont lancé les hostilités. Comment comprendre cette situation? On a l'impression que quand on tourne en rond, on ne s'en sort pas malgré tout ce qui se passe à Luanda. Professeur Moissi? Je pense qu'on a perdu le professeur. La réalisation va essayer de l'appeler. Henri Pacifique, vous êtes en ligne? Madame Kelly. Oui. On me signale que le professeur est en ligne. Professeur, vous êtes là? Oui, je suis là, finalement. Ah, d'accord. Est-ce que vous avez suivi la question que je venais de poser? Si vous pouvez la refaire. Alors, je disais, comment on peut comprendre cette situation? D'un côté, à Luanda, on a l'impression que les choses avancent parce que la semaine passée, il y a eu la signature de ce plan harmonisé entre la RDC et le Rwanda pour sortir de la crise. Mais ce matin, ce sont les affrontements qui ont repris dans Lubero. Comment on peut comprendre ça? On a l'impression de faire le saut du surplace. On n'évolue pas, la situation n'évolue pas. Oui, en fait, je suis personnellement tenté de penser que c'est lié au double jeu du Rwanda, qui d'un côté, justement, essaye de privilégier les pourparlers de Luanda en faisant avancer les choses, notamment à travers la signature n'est-ce pas, du dernier plan qui consacre, qui essaie de préciser les modalités justement des opérations contre les FDLR, mais également le désengagement des troupes rwandaises, mais aussi qui a accepté le Rwanda de participer au mécanisme conjoint de vérification renforcée, mais par contre qui qui essaie d'instrumentaliser, n'est-ce pas, les M23, les M23 en fait, qui ne sont pas jusque-là à partie prenante au processus de Luanda, puisqu'en fait, j'ai comme l'impression qu'avec l'évolution du processus de Luanda, la tendance est de pouvoir ne plus parler de Nairobi, qui devait être consacré justement au groupe n'est-ce pas, aux groupes armés mais locaux, et on se souviendra justement que les M23 réclamaient pouvoir être associés aussi à Luanda, ce qui n'était pas encore fait, parce que pour la RDC, s'il s'agit des groupes terroristes. Et je crois donc que c'est cette duplicité-là finalement qui fait que l'on arrive à la reprise des hostilités, surtout aussi, mais il ne faut pas oublier également que dernièrement, la SADC a renouvelé le mandat
de la famille RDC a renouvelé justement sa solidarité vis-à-vis de la RDC et en affirmant que la RDC comme pays membre devait bénéficier justement du soutien parce que la RDC est agressée. Mais on ne peut pas aussi oublier que dernièrement, il y a eu une rencontre entre Museveni et Tshisekedi, n'est-ce pas, en Ouganda. Et au cours de cette rencontre, le président Museveni a insisté sur 3 choses, notamment la sécurité entre les 2 pays à travers les opérations qui sont menées contre les ADF. Mais également, il a insisté sur l'exploitation du pétrole et en fait sur les routes. Il a même dit que la route pourrait venir jusqu'à Bunagana. Or, on sait très bien que Bunagana semble être considérée comme une zone d'influence en fait du Rwanda. Et donc, ce sont finalement tous ces facteurs-là qui expliquent qu'aujourd'hui, il y ait reprise des hostilités. Et en bref, le Rwanda réédite son expérience, disons sa stratégie déjà connue, qui consiste à parler, mais aussi à lutter. Les talk and fight, n'est-ce pas? Donc, voilà un peu la lecture que j'essaie de faire de cette situation. Mais je ne veux pas aussi oublier, il ne faut pas aussi oublier que lorsque les combats reprennent disons, à territoire de Lubero, c'est pas loin de Bunyatenge aussi. Bunyatenge qui est une zone réputée pour ces immenses réserves en or, et je crois que l'axe, n'est-ce pas, Alimbongo-Mbingi ouvre facilement justement la voie à Bunyatenge pour pouvoir accéder, n'est-ce pas, à ces minéraux-là. Et donc, de façon ramassée, à mon avis, voilà un peu ce qui peut expliquer la reprise des hostilités, n'est-ce pas, en territoire de Lubero, alors que certains médias ont même annoncé qu'il y aurait une rencontre très prochaine qui mettrait autour d'une table, n'est-ce pas, le président congolais et le président rwandais, n'est-ce pas, en Angola. Alors, le plan harmonisé pour sortir de la crise repose sur 2 priorités, professeur. La première, c'est la neutralisation des rebelles rwandais FDLR, un engagement pris par Kinshasa, et le retrait des troupes rwandaises du territoire congolais, ça c'est un engagement pris par Kigali. La mise en œuvre de ces engagements sera surveillée par le mécanisme renforcé ad hoc basé à Goma est dirigé par l'Angola. Alors, cependant, le ministre rwandais des Affaires étrangères a déclaré que la question du M23 reste la seule non résolue. Est-ce que c'est une façon de dire qu'il faut inviter les M23 à la table des négociations? Oui, la première compréhension qu'on peut faire, c'est justement celle-là. Mais tout en le disant, le ministre rwandais sait pratiquement que pour le gouvernement congolais, il est hors de question de négocier avec les rebelles du M23. Mais aussi l'engagement pris par la RDC de pouvoir faciliter la neutralisation des FDLR. Là aussi, il faut se poser beaucoup de questions parce que c'est pas pour la première fois que il y a eu des opérations contre les FDLR, mais on n'a jamais réussi justement à les démanteler complètement. Et donc, à mon avis, c'est un plan, à mon avis, qui ne semble pas être trop réaliste et qui peut justement susciter beaucoup de questions, puisque même si les 2 pays ont convenu sur papier, ce n'est pas aussi évident que le Rwanda, au regard justement de sa duplicité, soit prêt à pouvoir examiner le retrait de ses troupes. Et donc, visiblement, on a conclu, disons, il y a un plan qui a été convenu que tous les États acceptent, mais la mise en œuvre, à mon avis, semble poser problème quand on sait que les 2 parties continuent à observer des réserves et semble ne pas être prête à pouvoir travailler pour que la paix revienne dans la région, étant donné qu'il y a beaucoup de situations, beaucoup de cas pour lesquels, justement, autour desquels ces pays ne semblent pas être d'accord.
Jean Maliro, qui nous suit depuis la page Facebook de Radio Okapi, pense que le seul dialogue est celui qui se fait entre acteurs non hypocrites. Malheureusement, ce qui n'est pas le cas pour le problème de l'Est de la RDC. Henri Pacifique Mayala, coordonnateur du baromètre sécuritaire du Kivu, Kivu Security Tracker. Alors, il y a eu ces affrontements, ces combats qui ont éclaté dans la nuit de dimanche à ce lundi 2 décembre entre les FRDC et les rebelles du M23. Le porte-parole du Front Nord des FRDC accuse le M23 d'avoir attaqué une position des FRDC, c'est que rejette le M23 qui accuse à son tour les FRDC d'avoir ouvert les hostilités. Comment vous analysez-vous cette situation? Merci beaucoup, Madame Kelly. Pour commencer, je pense que mes prédécesseurs ont évoqué les parties ou les questions sensibles autour de l'actualité sur l'activisme du M23 les quelques semaines passées. Et je pense que ce n'est pas une première si on observe en tout cas les tendances sur les 2-3 mois passés. À chaque fois qu'il y a eu certaines avancées sur le plan diplomatique, principalement avec le processus de Luanda, le M23 a plus ou moins procédé aux gains ou aux gains territoriaux, en tout cas une certaine expansion géographique des régions qu'ils étaient entrés, qu'ils contrôlent. Et le message pour eux a toujours été clair qu'ils n'étaient pas concernés avec ce qui s'est passé à Luanda. Et aujourd'hui, quand on observe les partis qui discutent un peu comme vient de le soulever l'auditeur tout à l'heure, on constate qu'il y a un certain niveau de manque de franchise d'une part, parce que la déclaration du ministre des Affaires étrangères de la République du Rwanda au sortir de cet accord qui a plus ou moins facilité la signature de ce CONOPS, le concept opérationnel qui va plus ou moins déclencher les opérations de neutralisation des FDLR ainsi que la levée des mécanismes de défense du côté rwandais. Dans sa délégation, dans sa déclaration, le ministre semble se faire passer pour le porte-parole du M23. Ça, c'est quand même une posture qui inquiète pour ce qui concerne le futur de ce processus, parce qu'après, le CONOPS reste juste un document, autant qu'il y a eu des comptes rendus qui ont été signés dans le cadre de ce processus, et qu'au lendemain, il n'y a pas eu la matérialisation de ces surcroîts. On sait, les deux parties s'étaient accordées à Luanda. L'inquiétude persiste dans le sens où, diplomatiquement, on a comme l'impression que il y a des efforts qui sont consentis, mais malheureusement, ça n'est traduit pas l'amélioration de la situation sur le terrain. L'inquiétude ici, c'est que malgré les efforts des diplomates, on a comme l'impression que ils ne jouent que dans cette sphère de possibilités qui, la plupart des fois, ne dépendent pas, en tout cas, d'eux, et que sur le terrain, il y a d'autres réalités qui, malheureusement, n'est pas en train de rencontrer ces discussions diplomatiques. Et je pense que c'est du traditionnel, où on peut aujourd'hui conclure que ça soit avec les anciennes expériences américaines au Vietnam ou la première insurrection du M23, la diplomatie n'a pas vraiment eu à traduire le sort des armes sur terrain. On parlera de la neutralisation de FDLR. Le prof a déjà soulevé cette question. J'étais encore trop jeune quand j'ai vu traverser les troupes rwandaises pour des opérations conjointes à
pouvoir neutraliser les FDLR. J'en ai pas le compte, mais des fois, ces opérations ont été sanctionnées par des communiqués du côté rwandais qui s'est montré assez satisfait de l'issue de ces opérations. Deuxièmement, pour ce qui concerne la levée des mécanismes de défense qui, en des termes simples, on devrait faire référence au retrait des troupes rwandaises qui se retrouvent sur le territoire congolais, qui est un acte d'agression. On ne veut pas le dire de la façon que ça devrait se dire, ce qui traduit aussi encore un manque de transparence dans ce processus. Le M23, pendant tout ce temps, en tout cas, ils n'ont pas croisé les bras et je pense qu'on en a discuté pour le mois passé. En tout cas, fin octobre, il y a eu le premier pass-out où on a parlé de plus ou moins 2500 recrues qui ont été formés et qui quittaient les camps de formation pour rejoindre les positions installées du M23. Donc, alors, Henri Pacifique, Mayala, vous parlez de manque de transparence dans ce processus. Vous faites allusion ce mot, processus de Luanda. Est-ce que vous rejoignez ceux qui pensent que la solution ou la sortie des crises ne viendra pas de Luanda? Je le pense jusqu'à un certain niveau parce que nous avons une expérience similaire, nous sommes passés par là et pendant que ça reste louable de pouvoir avoir cet espace où les acteurs discutent, où les acteurs se parlent, le moment où il n'y a pas vraiment un niveau élevé de franchise sur la table, ça va toujours rester compliqué. Ici, il faudrait soulever les questions d'ordre économique qui principalement motivent cette crise. Le professeur a fait allusion à cette discussion qu'il y a eu à Kampala. On va se souvenir que cette crise, elle est initialement déclenchée avec ce projet de construction de la route qui ferait, en tout cas, du Rwanda écarté dans le sens où la marchandise qui quitterait le marché commun de l'Afrique de l'Est, où nous avons principalement la Tanzanie et le Kenya comme principaux producteurs, passer par transit au Rwanda pour alimenter le gros marché de consommateurs que nous représentons pour eux. Cette route allait naturellement asphyxier le Rwanda et pour le Rwanda, c'est une manœuvre qui ne devrait pas passer pour eux. Et donc, pendant que le M23 se consolide d'une certaine façon avec les gains territoriaux, à Luanda, nous avons ce processus où j'ai comme l'impression que on avance dans le token fight, on parle, mais de l'autre côté, ce qui s'est passé par exemple sur le front dans le Grand Nord, Pinga et la région Est et Lubero, c'était des renforcements de positions du M23. Ces renforts, nous savons tous d'où ils proviennent. Donc je pense que la partie congolaise devrait jouer à beaucoup plus de prudence, à ne pas se faire avoir dans ce piège qui vraisemblablement ne va profiter qu'à l'autre partie en termes de gain du temps, pendant que sur le terrain, ça continue à profiter en tout cas dans leurs intérêts. Bunagana est toujours perçu comme une zone d'influence pour le Rwanda et pour eux, c'est une guerre économique et une guerre d'influence entre le Rwanda et l'Ouganda en même temps. Et le Congo qui ne sait pas se positionner diplomatiquement, notre politique étrangère n'est pas assez claire pour savoir si le rôle de l'Ouganda a été documenté autant que le rôle du Rwanda dans le soutien qu'ils apportent au M23. Pourquoi est-ce qu'on continue d'entretenir une certaine ambivalence ou en tout cas des relations ambiguës entre le Congo et l'Ouganda alors que du côté rwandais ça semble on semble être assez tranché là-dessus. Merci. Je pense que c'est tout cela sur quoi nous devons réfléchir afin
de rester cohérent dans notre politique étrangère. Ainsi, on va économiser nos ressources, notre énergie pour apporter une solution efficace à cette crise. Merci. Jonas Kasereka Kitambali, c'est que nous vivons sous les lignes de front, nous prouve qu'il y a ça ne va pas au niveau du commandement des FARDC. C'est depuis longtemps qu'il a été demandé par la société civile et d'autres acteurs politiques du Nord Kivu au président de la République de changer le commandant. Mais rien n'est fait. Merci, Monsieur Kasereka, de nous avoir écrit. Aimable Gianza, depuis la ville de Goma, je crois qu'il faut maintenant instaurer l'autorité de l'État et abandonner pour l'instant le projet de changement de constitution qui du reste un avantage pas la population de Rutshuru, Masisi, Lubero. Je suis persuadé qu'un jour cette guerre prendra fin. Voilà, si les choses sérieuses commencent, c'est-à-dire pas question de dorloter l'ennemi, plutôt il faut frapper. Merci à vous tous, auditeurs de Radio Okapi, vous êtes très nombreux à réagir au thème de ce soir. Litamine Ngobola, depuis la frontière de la RDC, la Zambie, territoire de Moba. Alors le peuple, pour lui, il dit que le peuple n'a pas besoin d'autre chose à part la paix, car la paix est une chose qui emmène le bonheur chez l'homme. Alors le fait de continuer à suivre les exigences des agresseurs, vous leur donnez la force qu'ils se sentent puissants, qu'ils se sentent plus puissants que le gouvernement. Voilà. Votre message n'est pas très très clair, monsieur Litamine Ngobola. On va ouvrir notre standard pour aussi accorder la parole à ces auditeurs, auditrices qui nous suivent de partout en RDC, qui veulent donner leurs avis sur le sujet de ce soir, direction Kisangani dans la province de la Chopo. On va écouter Pamphile Lossé. Pamphile Lossé depuis Kisangani dans la province de la Chopo. À mon avis, toutes les stratégies pour ramener la paix dans cette partie du pays semblent être épuisées par notre gouvernement et notre armée. Pour tenter de sauver cette situation, que les gouvernements approchent les belligérants pour discuter en face, en vue de sauver cette question endémique de la guerre à l'Est, car militairement et diplomatiquement, le gouvernement se voit au bout de sa force. Qu'on veuille ou pas, il est temps de revoir les stratégies. Mwindo Tafonteni, que pensez-vous du point de vue de Pamphile Lossé qui pense qu'il faut revoir les stratégies? Le gouvernement devrait discuter avec les belligérants ou les belligérants, comme il a écrit. Merci, je respecte ce que de vue, mais de notre part, nous n'avons jamais compris comment les FARDC échouent, comment défier l'ennemi. Et sur le plan nombre, les FARDC sur terrain sont de loin supérieurs par rapport au M23. Sur le plan armement, nous n'allons même pas aller très loin pour dire bon, ils sont plus armés comme c'était dit par une haute autorité de la MONUSCO ou des Nations Unies. En tout cas, nous, on s'est dit le seul moyen pour mettre fin à cette aventure, c'est la force. Donc nous n'avons même pas encore désespéré. On suppose que seuls les FARDC, une fois bien organisés, bien équipés et bien déterminés, avec un commandement responsable, peut facilement les FARDC comme armée, comme militaire, comme avec tout ce qu'ils veulent comme partenaires, on ne peut jamais manquer à défier l'ennemi. Et une fois on lance les attaques sur toutes les lignes, la population, comme tout le monde, pourra trouver gain de cause. Dans 2 semaines, on ne peut même pas faire 2 semaines sans mettre fin à cette base. Célestin Kabanda, depuis la ville de Kolosi. Encore, nous ne sommes pas de ce côté-là.
Ah, d'accord. Je pensais que vous avez fini de vous exprimer. Merci. Alors, Célestin Kabanda, depuis la ville de Kolwezi, je voudrais dire que les négociations entre le Rwanda et la RDC, c'est une perte de temps pendant que l'ennemi avance toujours. Après Kisangani, on va aller à Bukavu, au sud Kivu, pour écouter cet autre auditeur. Robert Baome, je vous appelle à partir de la ville de Bukavu, en province du sud Kivu. Jamais et alors au grand jamais, le Rwanda ne respectera les accords passés entre lui et la RDC par rapport à la guerre qu'il impose à la RDC via le M23. La RDC ne doit pas rêver et attendre la solution diplomatique à cette crise. Plus elle cherchera à respecter les accords qu'elle passe avec le Rwanda, plus ce dernier avancera sur terrain. À cet effet, la RDC étant agressée, elle ne doit pas croiser les bras ni dormir sur les lauriers. Elle doit aussi privilégier la solution militaire pour venir à bout du M23. Ce ne serait pas un péché pour elle. Elle a l'obligation de se défendre. Professeur Moïse, brève réaction. Oui, la solution militaire, c'est celle que nombreux Congolais réclament, mais il faut pouvoir évaluer justement la puissance militaire de la RDC depuis qu'on a annoncé avec fracas la réforme du secteur de sécurité et la montée en puissance des FARDC. C'est vrai, on peut constater que les FARDC sont présents sur le terrain, mais les rapports de force sont, à mon avis, un peu parfois caractérisés par justement le fait que les M23 et la rébellion, soutenue par les Rwandais, occupent plus d'espace, essaient de conquérir de nouveaux espaces. Allô, professeur. Une influence qui connaît justement deux belligérants majeurs, les Rwandais et l'Ouganda, qui viennent se battre sur le sol congolais pour essayer de profiter de ce que la RDC a comme ressources. Mais également, derrière ces belligérants, il y a certainement d'autres multinationales. Lorsqu'on parle du pétrole à exploiter à l'est de la RDC, tout le monde sait qui sont les multinationales qui exploitent le pétrole. Mais quand on parle du coltan aussi, on peut aussi chercher à faire la cartographie de ces multinationales ou de ces entreprises multinationales qui achètent les coltans et les autres minéraux qui sont C'est vrai que la RDC ne sera jamais sécurisée tant qu'elle n'aura pas repensé son système de sécurité. Mais si l'on fait une évaluation qui pourrait montrer qu'aujourd'hui la RDC ne sait pas mettre hors d'état de nuire directement la rébellion, il est clair qu'à cette solution militaire, il faudrait qu'on ajoute effectivement une bonne analyse de la cartographie des belligérants et essayer d'amorcer peut-être, d'accroître la puissance, disons un peu plus le soft power de la RDC, qui fera en sorte que la RDC influence, comme il s'agit d'une guerre influence d'autres États qui pourront effectivement peser sur ces États qui servent de sous-traitant à la déstabilisation de la RDC, parce que quand on regarde certains écrits, il est clair que le Rwanda doit s'obliger à 45% de l'aide extérieure. Et donc, si on travaille sur vraiment le soft power, il est possible qu'il y ait une pression qui se mette sur ces États, le Rwanda et l'Ouganda, et que progressivement, cela puisse créer les conditions de certaines négociations, évidemment avec les Rwandais, pour la coopération peut-être économique, où ces pays pourraient aussi considérer qu'ils gagnent quelque chose de sa proximité avec la RDC, vice-versa. Merci. Mais tout en n'oubliant pas, évidemment, le volet militaire, comme l'a dit l'auditeur. Mais à l'heure actuelle, le volet militaire pourrait ne pas vraiment mettre directement fait à la crise, puisqu'il y a eu assez plus de temps pour que, effectivement, la RDC s'exprime militairement
mais on a l'impression que cela n'a pas directement fonctionné pour essayer directement de mettre en déroute justement la rébellion soutenue par les pays voisins. Merci. Qui continuent en fait à s'activer pour justement mettre la RDC à genoux. Alors, merci professeur Moïsi. Je vais vous demander d'être assez concis parce que nous tendons vers la fin de l'émission. On va prendre ce dernier auditeur qui appelle depuis Kisangani. Héritier Wamenga depuis Kisangani dans la province de la Chopo. Tous les moyens utilisés dans le cadre du processus de rétablissement de l'autorité de l'État à l'est de la RDC n'ont pas répondu positivement aux attentes de la population congolaise. Je l'ai dit encore une fois que la solution pour mettre fin à l'activisme de groupes rebelles qui opèrent à l'est du pays ne viendra pas de l'extérieur. La bonne solution, selon moi, serait d'organiser l'armée qui a pour mission régalienne la défense de l'intégrité territoriale face aux menaces internes et externes afin que le pays soit respecté à l'interne aussi sur la scène internationale. En effet, il serait souhaitable de négocier directement avec les rebelles au lieu d'aller vers les alliés car si les revendications de ces rebelles trouvent gain de cause, les alliés vont se retirer automatiquement. Monsieur Mayala, qu'est-ce que vous pensez de ce que dit Héritier? Il pense qu'il est important de négocier directement avec les rebelles au lieu d'aller vers les alliés, car si les revendications des rebelles trouvent gain de cause, les alliés vont se retirer sans condition. Alors, écoutez, Madame Kelly, j'ai toujours soutenu que la posture du gouvernement congolais à ne pas vouloir négocier avec le M23, pour moi, je suppose que ça reste légitime pour un État souverain de refuser à discuter avec un acteur qu'il suppose être, comment est-ce que je vais dire, le Rwanda a vraiment été identifié comme étant derrière le M23, le Rwanda est un pays souverain, c'est-à-dire interlocuteur à hauteur à discuter avec un autre État souverain. Donc, je pense qu'il faudrait en rester là. Mais peut-être que du côté congolais, comme je le disais, il faudrait nourrir beaucoup plus de prudence et réfléchir, repenser encore notre approche, notre politique étrangère, à pouvoir l'orienter avec une certaine synergie. S'il faut parler de la force, si aujourd'hui les FARDC ils sont dans une posture où l'équilibre des forces ne joue pas en leur faveur, nous tous nous sommes en train de voir les vidéos qui fuitent de lignes de front et ça fait mal. Et je pense que nos autorités, ils sont aussi en train de recevoir ces vidéos-là. Ils voient les conditions sociales dans lesquelles les hommes sur qui nous comptons sont en train de vivre. Mais d'autre part, nous avons eu à recourir à une force qui ne s'est pas montrée à la hauteur, les forces de l'Afrique de l'Est, on s'en est séparés. Nous avons fait venir les forces de la SADC, mais au même moment, nous avons pris cet engagement à respecter un engagement. C'est tout à fait contradictoire. Vous ne pouvez pas demander une force offensive et au même moment créer ce statu quo où cette force ne peut pas être à mesure d'accomplir son mandat. Certes, il y a d'autres paramètres qui freineraient les forces de la SADC, la SAMIR RDC à pouvoir accomplir son mandat, mais tout cela, encore une fois, nous ramène à cette approche où nous sommes dispersés dans notre approche. J'ai lu le programme électoral du président de la République sous le volet sécurité. Les phases prioritaires, en tout cas, c'était de renforcer le renseignement et de revoir le social des militaires afin de permettre cette montée en puissance des FARDC. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Certes, la réforme des FARDC ne va pas se faire du jour au lendemain, mais comme je l'ai toujours dit, on peut commencer petit. On peut commencer par prendre en considération le social des militaires, aussi petit que ce soit. Et Merci. donc, pour moi, je pense que la réponse viendra de l'intérieur
Et cette réponse passera par le fait de se rendre compte que nous sommes très éparpillés, que les ressources et le peu de ressources que nous avons, nous devons le remettre ensemble. Et tout cela passe par un processus de réflexion où on ne devrait pas exclure certaines personnes ou créer des débats qui ne sont pas en tout cas opportuns pour le moment. Merci, on n'a Henri pas le temps de discuter du changement de la Constitution alors que nous sommes agressés. Mayala, Emmanuel Yakani depuis Kisangani, à mon avis, notre gouvernement est en train d'enloter l'ennemi. Il faut utiliser la force pour mettre fin à cette situation. Kabeya Bilolo Hubert, depuis la ville de Kananga, mon humble avis, non, plutôt je pense que le gouvernement devrait réfléchir sur la voie militaire pour libérer les territoires conquis par les rebelles. Sinon, tous les pourparlers entamés ne sont que distractions. Kiambala wa Kiambala à Kinshasa, Massina, Kambala Bernard, à Kinshasa, Massina, selon moi, le seul et l'unique qui peut laisser l'histoire en déclarant la guerre, c'est le président de la République. Voilà, vous êtes très très nombreux à réagir au thème de ce soir. On sera pas en mesure de lire toutes vos réactions, mais soyez rassurés que nous les recevons. Si vous n'êtes pas sélectionnés pour aujourd'hui, vous le serez demain. Alors, on va conclure cette émission très rapidement avec Mouindo Tafouteni. Alors, comment vous entrevoyez-vous ce processus de Luanda, Mouindo Tafouteni? Soyez vraiment concis. En tout cas, pour nous, le processus de Luanda n'est pas la solution. La solution reste militaire. Il faut qu'on dote notre armée des moyens et aussi beaucoup plus recourir à l'organisation de Ouazalène qui se donner corps et âme, qu'on donne aussi des moyens à ces gens qui sont en train de combattre sa complaisance sur le terrain et nous pensons qu'avec ça, il y aurait vraiment une solution et la population serait soulagée si du moins le gouvernement pouvait passer par cette voie. Professeur Augustin Boissy. Oui, en fait, Luanda vaut son pesant d'or, même si c'est un processus fragile, mais il faut qu'il soit accompagné justement, qui donne la possibilité aux deux chefs d'État de se rencontrer et de discuter franchement, sans oublier également qu'il faut continuer toujours à faire le contrôle parlementaire en ce qui concerne l'utilisation de fonds alloués à la guerre, pour qu'effectivement, on soit sûr que les fonds décaissés atteignent la destination et permettent à l'armée de faire son travail également. Henri Pacifique Mayala, votre mot de la fin. Je pense qu'il nous faut vraiment repenser notre politique étrangère et agir en synergie. Se focaliser sur Luanda, c'est bon, mais n'oublions pas les autres fronts diplomatiques. Nous savons comment on a fragilisé le Rwanda en 2013. Nous savons quels sont les soutiens dont dispose le Rwanda et par où on peut obtenir beaucoup plus de sanctions sur le Rwanda pour stopper ses velléités à soutenir le M23. En dehors de cela, focalisons-nous sur les FARDC. Le peu qui peut être fait, je pense que ça vaut la peine de pouvoir prendre tout cela en considération parce qu'au final, il nous faudrait une victoire militaire sur le champ et alors on pourrait discuter diplomatiquement.